Napoléon III intime, oui, je voudrais entrer avec vous dans l'intimité et la psychologie du dernier empereur des Français, Napoléon III, que je trouve beaucoup plus attachant que son oncle, le si célèbre empereur Napoléon Ier. Alors de Napoléon III, nous verrons son enfance, ses parents, en particulier la relation à sa mère, son adolescence, sa formation, son rapport aux femmes, la maladie, les dernières années, le souvenir qu'il laisse. Qui est-il, Louis-Napoléon Bonaparte, né en 1808 et mort en 1873, devenu l'empereur Napoléon III de 1852 à 1870 et donc le dernier empereur des Français. Je rappelle que Louis-Napoléon c'est son prénom et Bonaparte c'est son nom de famille. Qui est son père ? Alors là, c'est juste un tout petit peu compliqué, mais après vous allez voir, c'est très simple. Qui est son père ? Son père est le troisième fils de Louis-Napoléon Bonaparte, dit Louis Bonaparte, qui est l'un des petits frères de l'empereur Napoléon Ier. Et sa mère est Hortense de Beauharnais, qui est la fille de Joséphine de Beauharnais, la première épouse de Napoléon Ier. Avant de se marier avec Napoléon Ier, Joséphine de Beauharnais avait été mariée à Alexandre de Beauharnais, guillotiné sous la Terreur en 1794, et dont elle avait récupéré le nom de famille. L'enfance de Napoléon III. Dès son plus jeune âge, on trouve des témoignages nombreux et concordants sur sa gentillesse, sa délicatesse, sa bonté, sa douceur, sa prévenance, qualités qui lui sont données au départ et que l'expérience ne fera que développer. Cet enfant a le cœur sur la main. On serait tenté de dire que tout laisse à prévoir très tôt qu'il sera un brave type. Alors il passe les premières années de sa vie, de 1808 à 1815, dans l'entourage de l'empereur Napoléon Ier. Comme chacun sait, en 1815, c'est la chute de l'Empire et l'empereur Napoléon Ier est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'océan Atlantique, jusqu'à sa mort en 1821. Alors les rois de France en 1815 reviennent au pouvoir, c'est le début de la période dite de la Restauration monarchique, et la loi du 12 janvier 1816 bannit tous les Bonapartes du territoire français, et donc tous les Bonapartes sont condamnés à l'exil hors de France. Donc sa mère Hortense, qui ne s'entend pas avec son mari, s'exile avec le petit Louis-Napoléon en Suisse, où elle achète le château d'Arenenberg, au bord du lac de Constance. Elle s'y installe avec Louis-Napoléon, tandis que son frère aîné part vivre avec son père à Rome. Alors le château de Arenenberg, c'est un magnifique petit château, aujourd'hui transformé en musée Napoléon III, où en gros donc, Louis-Napoléon va vivre de 7 à 15 ans. En 1815, sa mère Hortense a 32 ans. Elle avait été de caractère assez frivole jusque-là, mais les malheurs de la vie, les infidélités de son époux, la séparation avec lui, les maternités difficiles, la chute surtout de la maison des Bonaparte en 1815, l'ont fait mûrir, et elle va reporter tout son amour sur le futur empereur. Elle va faire du futur Napoléon III l'empereur qu'il est devenu. Disons tout de suite, et c'est très important pour comprendre la psychologie de Napoléon III, qu'il y a entre le fils et la mère une très grande complicité. Oui, Louis-Napoléon a été très aimé par sa maman. Ça lui a donné une immense confiance en lui, il a toujours cru en sa bonne étoile. En tout cas, jusqu'en 1870, à la chute de l'Empire, il semble en effet avoir perdu confiance à la vie que durant les dernières années d'exil, mais sinon il semble avoir toujours cru en sa bonne étoile. Il adorait sa mère, il la vénérait, sa mère était tout pour lui. Il l'embrassait, la cajolait sans cesse. Jamais entre eux n'apparut le moindre nuage. Plus de 50 ans après la mort d'Hortense, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, en concevra comme une sorte de jalousie inavouée. L'empereur a toujours manifesté à l'égard de sa mère une dévotion extraordinaire, et elle ajoutait avec une pointe de perfidie, je ne sais pas si elle la méritait à ce point. Mais alors, jusqu'à ses 10 ans, l'éducation du futur Napoléon III fut assez négligée. Son père, qui ne le voit pas très souvent, quand il le voit, dit « Mon fils ne sait rien, il est complètement inculte ». Il se dit épouvanté par l'ignorance de l'enfant. Il dit à Hortense « Si vous ne lui donnez pas un bon précepteur, un bon professeur, je vous retirerai, madame, la garde de l'enfant. » Donc voilà Hortense qui part à la recherche d'un précepteur. Et elle va choisir le citoyen Lebas, Philippe Lebas, un homme dans l'esprit du XIXe siècle, pas trop versé dans la religion catholique, c'était plutôt un ancien jacobin devenu un franc-maçon assez austère. Et Philippe Lebas, le précepteur, est probablement, après sa mère Hortense, la personne qui aura le plus profondément marqué la formation de Louis-Napoléon.
Il sera son professeur de ses 12 ans jusqu'à ses 20 ans. C'était un républicain farouche, franc-maçon, nous l'avons dit, c'est de surcroît un homme austère, ombrageux, appliqué, jaloux dans ses convictions républicaines. Et dans un âge où l'esprit se forme, où le comportement se dessine, où l'homme se bâtit, Louis-Napoléon va être ainsi imprégné, heure après heure, jour après jour, de l'idéal, de la philosophie des thèses républicaines. Les thèses républicaines, ce sont le jacobinisme, la souveraineté du peuple, la liberté, l'égalité, la fraternité, la générosité, tels sont les principes qu'on lui inculque, sans parler d'une teinte d'athéisme. Et Louis-Napoléon en sera profondément et durablement marqué. En tout cas, il est clair que ce sont Hortense et son professeur Philippe Lebas qui ont le plus contribué à faire du futur Napoléon III ce qu'il est devenu. Alors en Suisse, Louis-Napoléon va au lycée, on dit gymnasium, c'est le mot allemand, et Louis-Napoléon est vite devenu bilingue en allemand. En classe, il se situe dans une honnête moyenne, il est au milieu de la classe, et à l'époque, il est plus littéraire que scientifique. Mais quand il sort de l'adolescence, qui pourrait raisonnablement parier sur ses chances de parvenir un jour au pouvoir suprême en France ? À partir de 15 ans, Louis-Napoléon passe une grande partie de l'année en Italie, à Rome, toujours avec sa mère, mais où il retrouve son père qui habite à Rome. Et c'est à Rome qu'il va s'encanailler. Il a 15 ans et qu'il va tester son pouvoir de séduction sur les belles romaines. Car le futur Napoléon III aimera toute sa vie la compagnie des femmes. Et disons-le tout de suite, pas seulement pour faire des galipettes avec elles, il aimera quand même beaucoup le corps des femmes, mais il aime aussi leur esprit et leur compagnie, le charme de leur conversation. Car l'homme a un grand pouvoir de séduction dans l'intimité, en petit comité. Alors qu'en public, il ne sera jamais un grand orateur, il a un fort accent germanique, acquis en Suisse, qui accentue son manque d'éloquence. En revanche, il est très convaincant en petit comité. À Rome, il va se révéler, alors jeune, donc adolescent à Rome, il va se révéler très sportif, équitation, escrime, tir au pistolet. C'est aussi un très bon nageur. À Rome, il va aussi fréquenter les milieux libéraux conspirationnistes et patriotiques italiens. À l'époque, il y a pas mal de sociétés secrètes à Rome qui militent en faveur de la cause de l'unité italienne. Et c'est donc dans une atmosphère de romantisme politique tout à fait caractéristique des années 1820, donc pour nous il y a 2 siècles pratiquement, que Louis-Napoléon va passer de l'adolescence à l'âge adulte. À partir de 1823, c'est à Rome qu'Hortense et ses fils s'installent, rejoignant Arenenberg, au bord du lac de Constance en Suisse, donc en été. À Rome, Louis-Napoléon découvre la politique aux côtés des libéraux italiens autour des thèmes de la liberté de la nation, mais c'est en Suisse qu'il va s'engager dans la carrière militaire en 1830. Alors, en France, en 1830, il y a les journées des Trois Glorieuses qui renversent Charles X. Et Louis-Napoléon et son frère aîné Napoléon-Louis espèrent que s'ouvre pour eux une ère nouvelle, mais la loi du 11 septembre 1830, votée par la nouvelle assemblée orléaniste qui craint une offensive bonapartiste, impose à nouveau l'interdiction de séjour des Bonapartes en France. Louis-Napoléon, en 1830, a 22 ans, et il va partir à Londres, en Angleterre, pendant plusieurs mois, pour y vivre des aventures galantes et des intrigues politiques. L'Angleterre est en train de vivre sa révolution industrielle, et la modernité de l'Angleterre va beaucoup le marquer. Remarquons au passage que Louis-Napoléon parle 4 langues, le français, l'allemand, l'italien et l'anglais, ce qui n'est pas si fréquent pour l'époque. Alors, il est encore jeune et aveuglement ou naïveté, Louis-Napoléon ne résiste pas longtemps au chant des sirènes conspirationnistes. Dès qu'une femme possédant un joli minois lui propose une conspiration, il accepte. Bref, il est encore assez immature et jeune. Les propos les plus risibles venant d'un conspirateur en prison deviennent paroles d'évangile quand elles sont passées par la bouche d'une jolie femme. Bref, il se laisse assez facilement manipuler, il a 23 ans à l'époque. Alors, il y a des manœuvres d'approche et tentatives pour l'entraîner dans des aventures dont les inspirateurs pouvaient donc être aussi bien des agents provocateurs ou de vulgaires escrocs que d'authentiques représentants de l'opposition bonapartiste ou républicaine. Sa mère Hortense s'inquiète de voir son fils tomber dans un piège politique, car elle est assez lucide pour lui dire en tête-à-tête qu'il n'est en effet pas assez séduisant, je cite, pour que les femmes courent après lui. Voilà ce qu'elle lui dit en tête-à-tête.
Alors, retour à Arenenberg en Suisse, où Louis-Napoléon se fait une réputation de libertin qui s'accorde mal avec le puritanisme suisse. Il a des aventures avec des femmes, des jeunes paysannes, des jeunes femmes de la noblesse, il a envie de se marier, et sa mère Hortense craint évidemment une mésalliance pour lui. Alors il en est là de sa vie quand le destin va frapper à sa porte au début des années 1830. D'abord, il y a la mort de son frère aîné, Napoléon Louis, qui meurt de la rougeole en 1831. Il était très proche de son frère, ils s'aimaient beaucoup, ils ont même participé à des combats ensemble en faveur de la cause de l'unité italienne. Et puis aussi, il y a la mort, j'allais dire aussi et surtout, il y a la mort de l'Aiglon, le fils légitime de Napoléon Ier, qui meurt de maladie à 20 ans en 1832. Car l'Aiglon était le représentant légitime des Bonaparte. Maintenant que l'Aiglon, c'est le duc de Rheinstadt, est mort, c'est lui, Louis-Napoléon, le successeur légitime de Napoléon Ier, l'héritier potentiel du trône impérial. Alors en fait, bon, il y a quand même d'autres prétendants possibles, mais ils n'ont pas envie d'y aller, si je puis dire. Alors que Louis-Napoléon, lui, croit en son destin et en sa bonne étoile. D'autant qu'en France, les soutiens bonapartistes et même républicains qui s'opposent au roi Louis-Philippe lui font de l'œil lors de son premier séjour à Paris en 1831. Il a 24 ans, il a mûri, enfin 24 ans en 1832, il a mûri, et voici ce qu'écrit l'historien Pierre Milza, l'un de ses biographes, dans une biographie publiée en 2004 et qui fait autorité. Pierre Milza a écrit les vicissitudes de l'exil et de la guerre, la mort d'un frère qu'il chérissait, la peur de tomber en Italie entre les mains d'un ennemi qui avait décidé de sa mort, puis la déception d'être une nouvelle fois exclu de sa patrie, tout cela l'avait fait mûrir. Entre 24 et 26 ans, sa vie se déroule entre obligations militaires, réceptions mondaines, des chasses, des amours et des manœuvres politiques. Il écrit un certain nombre de livres entre 1832 et 1834, donc entre 24 et 26 ans. Par exemple, un livre qui s'intitule Rêverie politique. Alors c'est pas très original comme livre, il est jeune, sont souvent des reprises de lectures qu'il fait ici et là, mais où il critique le régime de la monarchie de Juillet du roi Louis-Philippe. Il écrit que les dirigeants de la monarchie de Juillet sont injustes envers les faibles et humbles envers les forts, alors que, pour lui, le régime impérial est le seul à réussir à concilier liberté et autorité. Il écrit dans une formule paradoxale « Ne reprochez pas la dictature de la période napoléonienne, car cette dictature nous menait à la liberté, comme le soc de fer qui creuse les sillons prépare la fertilité des campagnes. » Remarquons au passage que Louis-Napoléon a bonne plume, il écrit bien. Nous sommes en 1836. Louis-Napoléon a 28 ans, il se rapproche de la trentaine, il est jeune, il est riche, il est ambitieux, il porte un nom illustre, celui des Bonaparte. Et pour les gens de sa génération, il pense pouvoir incarner une forme d'aventurisme romantique. Il voit bien que le gouvernement de Louis-Philippe est impopulaire, et Louis-Napoléon pense pouvoir le renverser avec l'aide de l'armée. Alors il se lance dans une première tentative de coup d'État, de putsch, de pronunciamento, dit un général de Gaulle, de tentative de coup d'État à Strasbourg en 1836. Ce putsch échoue en quelques heures de façon assez grotesque parce que la plupart des militaires ne le suivent pas. Il est condamné à un exil aux États-Unis, exil de quelques mois dont il reviendra très vite car sa mère, Hortense de Beauharnais, est très malade et va mourir, et il va assister sa mère dans son agonie. Alors là, je m'arrête un instant pour évoquer à nouveau la relation avec sa mère. La mort de sa mère à 54 ans, en 1837, donc lui il a 29 ans, est pour lui un terrible déchirement. Plus encore, c'est le tournant de sa vie. Sa mère ne sera plus là pour l'éclairer, le guider, le consoler, pour marquer par sa seule présence la confiance qu'elle place en lui. Envers son fils, elle a fait plus que son devoir, elle l'a convaincu de son destin, lui en donnant quelques clés et quelques moyens. Elle lui a assuré de surcroît une première partie d'existence aisée, cossue, aussi heureuse que possible. Et là, à présent, il est désormais seul face à son destin. Et les témoignages de ceux qui ont connu Louis-Napoléon avant et après la mort de sa mère Hortense sont à peu près unanimes à souligner le changement qui s'est opéré en lui à cette date, comme si la perte de la seule personne qui lui ait jamais manifesté compréhension et tendresse l'avait brusquement mûri. Jusqu'alors, il avait été perçu par nombre de ceux qui l'avaient approché, amis ou ennemis, comme le petit jeune homme, un personnage immature, impulsif et passablement extravagant. Désormais, on le décrit comme impassible,
taciturne, apparemment indifférent aux réactions de son entourage, et en tout cas guéri des illusions romantiques de sa jeunesse. Ça peut dire que la mort de sa mère fut donc pour Louis-Napoléon une blessure qui ne cicatrisa jamais complètement. Alors il va se lancer dans une deuxième tentative de coup d'État à Boulogne-sur-Mer en 1840. Il a 32 ans. Tentative de coup d'État qui va échouer aussi assez lamentablement, et là il eut même quelques morts. À l'issue du procès, il est condamné à l'emprisonnement perpétuel au fort de Ham, dans le département de la Somme. Alors, perpétuel, il se dit qu'il n'y restera pas jusqu'à la fin de ses jours. Nous allons le voir. Et puis disons quand même que le fort de Ham, ce n'est quand même pas le bagne de Toulon. Louis-Napoléon est autorisé à faire un peu d'exercice tous les jours, notamment de l'équitation au fort de Ham. Il reçoit, donc en prison, il reçoit une correspondance abondante et accueille des visiteurs de plus en plus nombreux. Il est devenu un objet de sympathie pour les uns, de curiosité pour les autres, et pour beaucoup, il fait figure de persécuté. Il a en même temps, de temps à autre, la permission de recevoir une femme qui vient raccommoder son linge. Elle s'appelle Éléonore Vergeot-Camus, c'est une fille du pays, que l'on appelle familièrement Alexandrine ou encore la Belle Sabotière. En fait, elle est la femme de chambre d'une belle comtesse d'origine irlandaise qui deviendra l'infirmière de Louis-Napoléon, et il semble qu'entre les deux, Louis-Napoléon jette son dévolu sur la jolie femme de chambre et non la belle comtesse. Tant et si bien qu'en plus de raccommoder son linge, eh bien, elle mettra au monde un petit Eugène en 1842 et un petit Louis en 1845. Deux enfants dont Louis-Napoléon se soucia peu, bon, c'est pas une de sa part, ça, mais à qui il accorda quand même des titres de noblesse après 1870. Donc les conditions de détention au fort de Ham ne sont pas complètement inhumaines. Et comme c'est un passionné de science, les autorités l'ont même autorisé à installer un petit laboratoire à côté de sa chambre où il se livre à des expériences de chimie, de physique, de magnétisme électrique. Surtout, la lecture était avant un passe-temps, elle devient une passion au fort de Ham. Une bonne amie lui fait parvenir tous les livres qu'il souhaite, et à ceux qu'impressionneront l'étendue et la diversité de ses connaissances, Louis-Napoléon expliquera que c'est à l'université de Ham, son expression entre guillemets qu'il utilise avec humour, à l'université de Ham qu'il a acquis l'essentiel de son savoir. Il lit, il dévore des ouvrages dans tous les domaines, avec une prédilection pour les écrits historiques, les traités d'économie, les publications militaires. La lecture constitue moins pour lui un délassement qu'un moyen d'acquérir les compétences qui lui seront utiles pour accomplir, il n'en doute pas, la mission que la Providence lui a assignée. Il en est de même pour l'écriture. Elle ne doit pas seulement être une gymnastique de l'esprit ou une thérapie destinée à empêcher le prisonnier de sombrer dans la dépression, elle vise à rappeler au public que le prétendant est toujours bien vivant, qu'il n'a pas renoncé à faire triompher son programme et qu'en faisant appel à lui, le pays aurait à sa tête un homme d'État pourvu de capacités multiples. Alors, il écrit aussi des ouvrages historiques et économiques. Le plus connu, c'est un opuscule d'une 50aine de pages au titre ambitieux « L'extinction du paupérisme » qu'il publie en 1844. Néanmoins, le temps passe. Jusqu'en 1845, Louis-Napoléon a assez bien résisté aux rigueurs de la détention. Le régime de Louis-Philippe ne se presse pas d'envisager l'amnistie des conjurés de Boulogne, et l'état de santé du prince se détériore sous les effets du climat humide et de l'isolement. Louis-Napoléon conservera par la suite des rhumatismes contractés à Ham et une légère claudication. Et puis il souffre également de l'abandon des siens, partagé entre indifférence et hostilité ouverte. Louis-Napoléon se dit que l'amnistie viendra bien un jour, mais quand ? Et dans quelles conditions physiques et morales sera-t-il après 5 ans, 10 ans ou 15 ans passés dans l'insalubre forteresse de Ham ? Donc il songe à une évasion, d'autant que son père est en train de mourir, et même s'il est beaucoup moins proche de son père qu'il ne l'était de sa mère, il aimerait bien revoir une dernière fois son père. C'est ainsi qu'il va organiser, avec quelque complicité, une évasion aussi simple que rocambolesque que je vais raconter brièvement. Alors, au fort de Ham, des ouvriers venaient travailler à la remise en état du pavillon réservé aux prisonniers. Et le matin du 25 mai 1846, Louis-Napoléon coupe sa moustache, rase sa barbe, se coiffe d'une perruque brune, revêt une tenue d'ouvrier, quitte son logement, attrape au passage une planche de sa bibliothèque qu'il se met sur l'épaule afin de cacher son visage aux sentinelles, puis se dirige, sans hâter le pas, vers la sortie de la citadelle. Il marche 2 kilomètres, un ami vient le chercher en cabriolet, les deux hommes vont jusqu'à Valenciennes, où ils prennent le train pour Bruxelles, et là, il part pour Londres. L'alerte n'est donnée que 12 heures plus tard. En fait, d'autres conjurés du putsch de 1840, prisonniers avec Louis-Napoléon, ont prétendu dans la journée, pour faire gagner du temps à Louis-Napoléon, que ce dernier était malade, et Louis-Napoléon avait mis ce jour-là des vêtements dans son lit
pour faire croire qu'il dormait toute la journée. Alors, pour la petite histoire, mais qui rejoint la grande, comme Louis-Napoléon avait emprunté la tenue de travail d'un ouvrier qui s'appelait Pinguet, les caricaturistes du Second Empire déformeront, on ne sait trop pourquoi, le patronyme Pinguet en Badinguet. Et toute sa vie, par dérision, Napoléon III sera surnommé par la suite, par ses détracteurs, Badinguet. Alors là, je vous renvoie à ma petite vidéo Napoléon III en 6 minutes, où vous verrez comment Louis-Napoléon est élu premier président de la République française à l'âge de 40 ans, et comment il organise le coup d'État du 2 décembre 1851, à l'issue duquel commence la période du Second Empire qui va durer 18 ans, de 1852 à 1870. Alors, quel portrait peut-on faire de Louis-Napoléon, devenu Napoléon III, au tournant des années 1850, sur le plan physique et sur le plan de sa personnalité? Alors, sur le plan physique, il faut dire qu'enfant, il avait un joli minois. Adolescent et jeune homme, ses traits ne manquaient pas de délicatesse, et à force d'exercice, il s'était musclé et endurci. Mais la maturité l'a plutôt gâché. Au moment où commence sa vie publique, il paraît plutôt mal bâti, avec de petites jambes, un torse trop haut. Heureusement, il a des épaules larges, mais surtout, il a un visage disproportionné, marqué par un nez saillant. Et en fait, on pourrait dire qu'un communicant d'aujourd'hui n'aurait pas considéré son look comme bien fameux, d'autant qu'il est de petite taille. Alors, il n'est pas positivement beau, mais il plaît, et il plaît quand il veut. Bref, il a du charme, notamment en privé, et en particulier avec les femmes. Alors, on évoque, pour expliquer le charme qui se dégage de cet homme précocement vieilli à cause de la prison de Ham, dont j'ai parlé, on évoque pour expliquer ce charme tantôt la bienveillance, la bonté, la douceur que révèle son sourire, tantôt son regard rêveur, parfois lointain. La reine Victoria, qui en tant qu'anglaise n'a pas forcément beaucoup de bienveillance pour un empereur français, parle de la, je cite, de la puissance de fascination incroyable que subissent tous ceux qui l'approchent et le connaissent. En tout cas, il faut dire qu'il partage peu de traits communs, au physique comme au moral, avec Napoléon Ier. Louis-Napoléon, devenu Napoléon III, n'a en tout cas rien qui rappelle l'impétuosité des Bonaparte. Napoléon III est un homme qui ne se met jamais en colère, et sa plus grande parole d'énervement est « c'est absurde ». L'homme est timide, il ne parle d'abondance qu'avec ses proches, en présence d'interlocuteurs moins familiers, il s'exprime avec lenteur et paraît chercher ses mots. Il laisse s'établir de longs silences qui mettent son auditoire mal à l'aise, ou fait dévier la conversation sur des propos insignifiants. Au début de la présidence, alors qu'il était encore à peu près inconnu de ses partenaires et de ses adversaires politiques, cette retenue verbale a été interprétée comme le signe que l'on avait affaire à un imbécile, un minable, un crétin, et beaucoup d'hommes politiques pensaient qu'il pourrait facilement le manipuler. Un député, Charles de Rémusat, évoque par exemple la stérilité de son expression, mais pour ajouter aussitôt « il trompe son monde, ce n'est pas un homme ordinaire et plus d'un habile en a été dupe ». On s'aperçut en effet assez vite que les silences du prince, loin de constituer toujours un aveu d'embarras, devaient être portés au compte de son talent de dissimulateur. Alors voici le portrait qu'en donne Philippe Séguin, que je vais citer. Philippe Séguin a écrit un livre très élogieux sur Napoléon III, et voici le portrait qu'il fait au moment où il commence à diriger la France. Le livre de Philippe Séguin date de 1990. Et c'est une tentative pour réhabiliter la figure de Napoléon III. Alors voilà le portrait qu'en dresse Philippe Séguin. On fera grand cas de sa capacité de dissimulation. Il n'était pourtant rien moins que sournois. Son repli sur lui-même, son apparente complaisance pour le secret, ne s'explique pas seulement par son expérience de conspirateur. Il tient d'abord à la solitude qui aura marqué sa vie. Peut-être aussi dissimule-t-il parce qu'il est conscient de ses propres limites. Doté d'une exceptionnelle faculté de séduction en tête-à-tête, il n'était pas toujours brillant en société, et moins encore devant une assemblée. D'autant qu'il traîne un accent allemand, puisqu'il a grandi en Suisse, qui le dessert quand il parle en public. De là son horreur de la discussion en public, d'autant qu'il déteste froisser, il déteste faire de la peine, et il n'aime pas les phrases. Il a expliqué un jour à son entourage que ses pensées vont habituellement plus vite que ses paroles. Alors à défaut de pouvoir ou de savoir persuader, il garde l'argument pour lui, le conforte, l'améliore et s'en convainc toujours davantage. Une grande pudeur,
un risque permanent de maladresse, des manières héritées de l'exil et qui pouvaient étonner et détonner, la crainte de la faute, tout cela le fait rester sur une prudente réserve. Il lui faut vraiment se sentir en confiance pour se livrer et s'avérer le plus charmant des compagnons. Mais en confiance le fut-il vraiment? Ce n'est donc pas à proprement parler de timidité qu'il s'agit. En fait, il est tout à sa réflexion et à ses bouillonnements intérieurs, ce qui lui donne des airs taciturnes. Cela ne veut pas dire qu'il n'observe pas ou n'entend pas, il n'est pas indifférent, pas absent, et il donne des preuves, exubérantes parfois, qu'il est loin de ne prêter au monde qui l'entoure qu'une attention furtive. Car il lui arrive d'avoir de brusques accès d'expansivité. Voilà, la plupart de ces lignes sont tirées donc du livre de Philippe Séguin sur Louis-Napoléon, intitulé Louis-Napoléon le Grand. Alors, il reste que Napoléon III a pu nourrir à l'égard des professionnels de la rhétorique parlementaire qui formaient l'élite du pouvoir orléaniste une sorte de complexe d'infériorité due aux lacunes de sa formation intellectuelle. Car contrairement à nombre de jeunes gens de la bonne société parisienne, passés par l'enseignement des pairs et par les bancs de l'université, Louis-Napoléon fait figure d'autodidacte. On avait vu qu'il avait eu un bon précepteur, Philippe Lebas, qu'il avait ouvert au monde et à différents courants de pensée. Mais l'essentiel de son bagage culturel, il le doit aux lectures qu'il s'est imposées lui-même durant son emprisonnement au fort de Ham. Alors, voici ce qu'écrit Alexis de Tocqueville. Mais alors, n'oublions pas que Tocqueville, l'auteur de la démocratie en Amérique, est l'un des plus brillants esprits français du XIXe siècle. Alors évidemment, tout le monde paraît un peu stupide à côté de Tocqueville. Mais alors voilà ce qu'écrit Tocqueville. Tocqueville lui trouve l'intelligence incohérente, confuse, remplie de grandes pensées mal appareillées, qu'il empruntait tantôt aux exemples de Napoléon Ier, tantôt aux théories socialistes, quelquefois aux souvenirs d'Angleterre, où il avait vécu, donc des sources intellectuelles très différentes et souvent contraires. Alors, je voudrais rappeler ici qu'il y a une légende noire entretenue par la Troisième République et qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui présenterait Napoléon III comme un imbécile, un minable, un crétin, un illuminé, un homme écrasé et dépassé par son destin, un velléitaire incapable de traduire en actes ses idées, un ambitieux dépourvu de surcroît de tout scrupule. On voit d'ailleurs ici que ces critiques sont parfois contradictoires. Alors, moi, je voudrais plutôt rappeler ici ses points forts. Notamment que certes, la formation intellectuelle de Napoléon III n'est pas sans lacune, mais Louis-Napoléon a acquis durant sa vie itinérante et du fait de ses curiosités multiples, une somme d'expérience que nombre d'hommes d'État de son temps peuvent lui envier. Il parle aisément 4 langues, le français, sa langue maternelle, l'allemand, appris en Suisse, l'italien, qu'il a entretenu durant son adolescence à Rome, et l'anglais, dont l'exil aux États-Unis et 5 séjours en Angleterre lui ont donné une grande familiarité. Et puis, il conjugue des compétences que l'on rencontre rarement chez le même individu. Des compétences techniques, alliées à des compétences économiques, alliées à des compétences agronomiques et des compétences militaires, et même aussi à d'autres domaines. Enfin, il a fréquenté au cours de ses séjours à l'étranger des milieux politiques et intellectuels très divers, dont il a appris à déchiffrer les codes. Tout cela lui sera d'une aide précieuse dans son métier de chef d'État. Alors, je voudrais reparler ici aussi de sa gentillesse. J'avais dit que Louis-Napoléon avait du cœur, et c'est ce qui le rend très attachant. Et du cœur, Louis-Napoléon en aura jusqu'à l'excès, au risque de desservir parfois ses propres intérêts. Là, je cite à nouveau le regretté Philippe Séguin, qui a écrit donc un livre qui tente de réhabiliter Napoléon III. Alors voilà ce qu'écrit Philippe Séguin. Il aspirera parfois pathétiquement à être aimé, comme sans doute il le méritait, et du coup sera souvent enclin aux générosités les plus folles, aux concessions les plus extrêmes. Mais cela n'explique pas tout. Nombre de ces gestes resteront discrets, sans espoir de contrepartie. La liste des institutions charitables qu'il créera ou soutiendra financièrement est impressionnante, au point d'occulter son œuvre sociale qu'elle pourrait réduire à du paternalisme. En fait, il en aura tant vu, il aura assisté à tant de retournements de situation, il aura eu à souffrir de tant de revirements, qu'il en viendra paradoxalement à ne jamais définitivement désespérer de personne. Il pratiquera ainsi le pardon des injures. Rien ne sera plus étranger à son comportement que l'exercice de la vengeance. Et pourtant, c'est peu dire qu'il sera rarement payé de retour. Un commandant le surnomme du surnom badinguet, où le critique et l'insulte par derrière. Napoléon III dit « Je sais bien qu'il me surnomme badinguet, ce n'en est pas moins un officier de valeur, et je désire qu'il soit rétabli sur le tableau d'avancement », alors qu'on avait retiré ce commandement du tableau d'avancement, et Napoléon III l'a fait réinscrire. Il donnera aussi une ambassade au journaliste Prévost-Paradol, qui avait pourtant déclaré qu'en se donnant à lui, la France était tombée dans les bras d'un palefrenier.
Napoléon III n'eut jamais un mot contre Victor Hugo, lequel pourtant ne le ménagea guère et passa sa vie à le critiquer. Alors, cette bonté admirable chez l'homme privé s'avérera parfois, il faut le dire, une faiblesse chez l'homme public. Oui, Napoléon déteste faire de la peine, et les devoirs de la fidélité personnelle prendront trop souvent le pas. Les devoirs de la fidélité personnelle prendront trop souvent le pas sur les devoirs de l'homme d'État. Du coup, il répugnera contre toute raison à se séparer de personnalités encombrantes qui ont fait leur temps. Alors, le sérieux avec lequel Napoléon III exerce sa fonction de chef d'État, il passe de longues heures à prendre connaissance des dossiers, à noter des rapports, à recevoir aux responsables de l'État et diplomates étrangers, a pour contrepartie, alors il faut le dire, un appétit de plaisir qui donnera le ton au régime du Second Empire et qui s'exprimera notamment dans le rapport que le souverain entretient avec les femmes, et c'est ce dont je vais vous parler à présent. Alors son rapport aux femmes. Les femmes ont occupé une place très importante dans la vie de Napoléon III. Les femmes répondent chez lui à un besoin irrépressible et jamais complètement assouvi de leur corps. Je ne ferai pas la liste véritablement presque innombrable des petites impératrices, comme disait l'entourage de Napoléon III, et que lui-même appelait ses petites distractions. Napoléon III a un besoin physique exigeant, lancinant et inextinguible de leur corps, mais aussi un besoin moral de leur présence et de leur commerce. Les femmes sont innombrables à peupler son existence, et de tous les genres. Il fallait qu'elles soient là pour lui donner le sentiment d'exister. C'est dans leurs yeux, comme hier dans ceux de sa mère, qu'il pouvait se prouver à lui-même qu'il avait un avenir et vérifier qu'il savait séduire, intéresser, susciter de l'attachement. Alors, certes, il y a chez lui une certaine frénésie sexuelle à l'égard du corps des femmes, mais il aime aussi leur compagnie, leur esprit, leur culture. Les adversaires de Napoléon III ont souvent été injustes. Les mêmes qui célèbrent chez Victor Hugo la vigueur infatigable de l'auteur des Misérables et du plus grand écrivain français au niveau sexuel jusqu'à la fin de sa vie. Quand c'est Napoléon III, lui, est décrit comme un obsédé sexuel, donc de poids, de mesure. En fait, le donjuanisme de Napoléon III s'accompagne toujours d'une grande gentillesse dans ses relations amoureuses, fussent-elles passagères. Il est volage, certes, mais sa tendresse est toujours sincère. Car s'il est capable de tomber amoureux du premier jupon qui passe, ses emportements ne durent pas, et il revient toujours auprès de l'impératrice Eugénie, dont je vais parler à présent. À présent, je vais vous parler de l'impératrice Eugénie de Montijo. Alors, Eugénie de Montijo, elle est de la noblesse espagnole. C'est une fille de la comtesse de Montijo, elle parle donc français avec un léger accent espagnol, de même que Napoléon III parle avec un léger accent allemand. Eugénie est, semble-t-il, très belle, et c'est surtout sa beauté qui a retenu l'attention des contemporains. Et rares sont les esprits chagrins qui trouvent terne la beauté de l'impératrice. Il y en a, mais ils sont très minoritaires. Mais Louis-Napoléon se connaissait assez pour savoir que le désir que lui inspirait la belle Eugénie ne serait pas éternel. Et en fait, il semblerait que Napoléon III lui ait été vraiment fidèle durant seulement 6 mois. Donc tout indique que s'il a choisi, c'est parce qu'il avait la conviction qu'Eugénie ferait une digne impératrice. Alors, vis-à-vis de l'impératrice Eugénie, les critiques, les calomnies, les médisances évolueront. Au début, les familiers de l'empereur la jugent intrigante, aguicheuse, hystérique. Puis les mêmes croient découvrir dans la nouvelle impératrice une épouse froide, aussi peu concernée par les plaisirs de la chair que l'empereur est lui-même insatiable en ce domaine. Et quelques vagues allusions du souverain à cet aspect de sa vie privée suffiront à libérer les langues et à multiplier les plaisanteries d'auberge appliquées à la supposée frigidité d'Eugénie. Donc, il semblerait que la belle Eugénie n'ait pas été un coup d'enfer au lit, avouons-le, et elle confiera peu après son mariage à une amie d'enfance que l'amour physique est une saleté. L'image de la courtisane ambitieuse fait place peu à peu à l'image de la bigote couronnée, réputée pour sa piété, pour son intransigeance en matière religieuse, et le peu d'intérêt donc de son propre aveu elle porte au plaisir charnel. Et comme elle est belle, Eugénie, on la croit sotte et sans personnalité. Or Eugénie ne manque ni d'intelligence ni d'énergie. Elle est sportive. Comme son mari, Eugénie monte à cheval, elle fait de l'escrime. C'est une excellente nageuse et son amour des bains de mer fera la fortune de la ville de Biarritz. Elle est plutôt impulsive et franche de caractère.
et elle souffre de l'étiquette en fait, de la cour impériale où elle se plaint de n'être rien. En fait, elle va souffrir d'un complexe d'infériorité intellectuelle, car j'ai envie de dire qu'elle a été formatée pour épouser un noble espagnol, et non pour devenir impératrice des Français. Aussi, Eugénie nourrit-elle à l'égard de la haute société parisienne un sentiment d'infériorité, tant sur le plan social que culturel, qu'elle essaiera néanmoins de compenser en lisant tout ce qui se publiera d'important. C'est une femme complexe, Eugénie, elle a reçu une stricte éducation religieuse, son catholicisme est sans concession, et son respect des prérogatives du pape sans réserve. Pourtant, cette cléricale n'est pas à proprement parler une bigote, comme la propagande républicaine s'appliquera à en répandre le bruit. Il y a par exemple peu de prêtres dans son entourage, hormis son confesseur, et Prosper Mérimée, l'écrivain Prosper Mérimée, son plus fidèle ami, est athée et anticlérical. Alors, comme Napoléon III, Eugénie a la fibre sociale. L'entourage princier de Napoléon III disait « Ah, le dada de l'empereur, c'est le peuple ». Eh bien, chez Eugénie, il y a aussi des préoccupations sociales, c'est le catholicisme social avant l'heure, j'ai envie de dire, teinté évidemment d'un peu de paternalisme, mais c'est l'amour préférentiel pour les pauvres que l'on trouve dans le christianisme. En tout cas, Eugénie se sent plus proche du peuple que de la bourgeoisie orléaniste qui tient encore le haut du pavé, même sous le Second Empire. L'impératrice Eugénie s'est aussi préoccupée de la condition des femmes, et en particulier de l'éducation des jeunes filles. J'en parlerai dans une autre vidéo sur le bilan économique et social du Second Empire. Alors, une anecdote à ce sujet, le ministre de l'Enseignement Victor Duruy avait créé un enseignement pour jeunes filles de haut niveau à la Sorbonne. Le pape considérait que cet enseignement pour jeunes filles de haut niveau à la Sorbonne était impie parce que cet enseignement était susceptible de détruire l'ordre social si les femmes suivaient ce cours. Eh bien Eugénie, que l'on considère comme papiste, passa outre et envoya ses nièces suivre ce cours qu'elle favorisa même. Donc Eugénie n'était pas si bornée en matière religieuse. Eugénie a été en fait moins futile qu'on ne l'a dit dans la première partie du Second Empire, et elle a été moins intrigante et dominatrice que ne l'ont prétendu ses ennemis républicains dans la seconde partie du règne de Napoléon III. Eugénie s'est de bonne heure intéressée à la politique, lisant beaucoup, conversant utilement avec l'empereur sur des questions touchant à la politique intérieure et la politique extérieure de la France. Eugénie avait compris qu'elle pourrait peut-être un jour avoir assuré l'intérim du pouvoir, une forme de régence, et c'est ce qui s'est passé deux fois, une première fois alors que Napoléon III était en Italie en 1859, et une seconde fois alors que l'empereur était sur le champ de bataille de Sedan en 1870. Et à chaque fois, Eugénie assurait une forme de régence en restant à Paris. Si elle donne son avis, parfois avec véhémence, toujours dans le sens de l'autorité du catholicisme, c'est vrai, mais Eugénie sait que Napoléon III n'est pas homme à se laisser influencer. Et en particulier par elle. Car jusqu'au déclenchement de la guerre avec la Prusse en 1870, c'est Napoléon III et lui seul qui détient les leviers de commande du pouvoir. Alors le couple fonctionne cas un cas au gré des orages et des raccommodements que suscite le libertinage du souverain. Après la naissance du prince impérial en 1856, il semble que les époux aient cessé toute relation conjugale, Eugénie ayant décidé une fois pour toutes que l'amour physique était une saleté. C'est en fait par fierté, plus que par jalousie, qu'elle fait à l'empereur des scènes qui nourrissent les commérages de la cour. Alors, sur le fils de Napoléon III et d'Eugénie, j'ouvre ici une parenthèse pour dire que l'unique enfant de Napoléon III, Eugénie, mourra en 1879, à l'âge de 23 ans, en soldat, aux côtés de l'armée britannique, dans une guerre contre les Zoulous en Afrique australe. Alors, suite aux infidélités nombreuses de l'empereur, les fureurs retombent vite, mais les blessures demeurent. Et il faudra en fait le désastre de Sedan, la captivité de l'empereur et les souffrances conjuguées de la maladie et de l'exil pour rapprocher les deux époux qui seront très proches l'un de l'autre à la fin de leur vie, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors là, j'ai une petite anecdote familiale avec l'impératrice Eugénie. Mon arrière grand-mère maternelle était dans son landau avec sa nounou au bois de Boulogne, et l'impératrice Eugénie se promenait avec ses dames de compagnie, et sans doute ses gardes du corps de l'époque. Elle se serait approchée de mon aïeul, lui aurait caressé les joues en s'exclamant
avec son léger accent espagnol. Bon, le caresser les joues, je pense que ça c'est un peu exagéré, c'est dans la légende familiale, mais elle se serait exclamée avec son léger accent espagnol: « Oh, mais quel charmant enfant, qu'il est mignon ce bébé !» Bon, évidemment, vous me direz, elle n'avait pas s'exclamer, cet enfant est particulièrement laid. Hein. Bon, mais en tout cas, ce que l'on peut tirer de cette anecdote, pas très intéressante, je vous l'accorde, hein, bien volontiers, mais c'est que Eugénie savait se rendre proche des gens. Voilà. Alors, bon, le tableau de l'entourage impérial ne serait pas complet si on omettait de parler de celles que l'on désignait à la cour sous le nom de petites impératrices. Napoléon III parlait plus volontiers de ces petites distractions, je l'ai dit tout à l'heure, la liste est innombrable, et je consacrerai une courte vidéo prochainement à l'aventure de Napoléon III avec la très belle comtesse de Castiglione, qui avait 17 ans à l'époque, une jeune comtesse italienne qui était belle de ouf, comme disent les jeunes, mais qui n'eut pas vraiment finalement d'influence sur la politique italienne de Napoléon III et de la France, mais je consacrerai une très courte vidéo sur les amours de Napoléon III et de Virginia de Castiglione. Voilà, alors, dernière chose, oui, Napoléon III a donc eu de très nombreuses maîtresses, mais ces débordements amoureux, s'ils purent altérer sa santé, n'eurent guère d'influence sur ses choix politiques. Voilà, je vous rassure. Et si les frasques de Napoléon III et les turbulences de sa vie sentimentale nourrissent pendant toute la durée de l'Empire les commérages de la cour et des salons parisiens, il ne semble pas que l'écho de ces incartades ait atteint la masse des Français. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. D'autant que les Français sont à l'époque principalement composés de ruraux, et pour les électeurs des campagnes, dont les principales sources d'information étaient l'almanach, l'imagerie d'Épinal, parfois le journal lors des déplacements en ville, eh bien, la famille impériale faisait figure de modèle. Il y avait bien à Paris des cafés-concerts, comme l'Eldorado, l'Alcazar ou le Bataclan, où certains chansonniers ont pu se hasarder à des allusions concernant la vie privée du souverain. Il y avait aussi les caricatures du Charivari, signées Cham ou Daumier, sans parler des opérettes d'Offenbach qui sont remplies de clins d'œil adressés à un public averti sur les amours du souverain, sur les amours de Napoléon III. Mais il faut le dire, et j'en parlerai notamment dans la vidéo sur le bilan économique et social du Second Empire, la police et la censure veillent à ce qu'une stricte retenue soit observée dans les questions touchant à la politique intérieure, à la vie de la cour et à la famille impériale. Je vais aborder à présent très vite les dernières années de la vie de Napoléon III. Sur l'aspect politique du Second Empire et le bilan économique et social, je vous renvoie à une vidéo que je publierai prochainement. Je ne vais pas non plus évoquer ici la guerre franco-prussienne de 1870, en tout cas dans ses causes, dans son déroulé, dans ses conséquences, puisque ma vidéo porte ici sur la personnalité de Napoléon III. Alors je voudrais juste dire que l'homme de plaisir que fut Napoléon III fut aussi un homme de souffrance. La maladie de la pierre, l'apparition de calculs dans la voie urinaire apparut chez lui dans les années 1850 et se développa dans les années 1860. On peut noter que Napoléon III savait se maîtriser, faisant preuve en maintes occasions d'un courage physique qui d'ailleurs ne lui était peut-être pas naturel. Et face aux terribles douleurs de la maladie de la pierre, son stoïcisme atteignit parfois des sommets, notamment pendant la guerre contre la Prusse, qui marqua le paroxysme des souffrances que lui causait la maladie qui l'emportera. Des médecins l'ont dit, tout être normal à sa place serait descendu de cheval, aurait tout planté là et se serait réfugié dans un lit, en espérant trouver ne fût-ce que le début d'un soulagement de ce qui dépassait les limites du supportable. Un médecin dit après coup: « Comment cet homme a-t-il pu tenir 5 heures à cheval sur le champ de bataille de Sedan ? Il a dû souffrir le martyre. » Alors, après la défaite à Sedan, Napoléon III est prisonnier des Prussiens, Eugénie, elle, est à Paris. Les deux époux correspondent par lettres régulièrement, et le ton de leurs échanges, qui n'était pas, avant la guerre, pas toujours aimable, va changer. Et avec la séparation, avec les dangers que l'un et l'autre ont courus, les époux se rapprochent. Eugénie comprend que l'empereur n'a pas capitulé à Sedan par manque de courage, mais par souci d'éviter une tuerie inutile. Napoléon III ne peut qu'admirer l'énergie qu'il a fallu à la régente pour faire face aux conséquences désastreuses de la défaite, et tous deux conservent l'espoir de voir leur fils reprendre un jour les rênes du pouvoir.
L'empereur est le premier à retrouver le chemin de la tendresse. Voici ce qu'il écrit à Eugénie. « J'ai le cœur brisé, écrit-il, de voir par tes lettres combien le tien est meurtri, pourvu que j'y ai toujours une petite place. » Eugénie répond avec le désir manifeste d'oublier affront et rancune. « Cher et bien bon ami, la main dans la main nous attendrons les décrets de Dieu. Des grandeurs passées, il ne reste rien de ce qui nous séparait. Nous sommes unis plus que jamais parce que nos souffrances et nos espérances se confondent sur la chère petite tête de notre Fils. Plus l'avenir se rembrunit et plus se fait sentir le besoin de s'appuyer l'un sur l'autre. Soigne-toi donc, mon bon et cher ami, et pensons au temps qui nous ramènera l'un près de l'autre. » Napoléon III lui répond « Les expressions tendres qui respirent dans tes lettres m'ont fait grand bien. » Et quand ils se reverront à l'abri des regards, dans des appartements privés où Napoléon III est prisonnier des Prussiens, ils s'effondreront dans les bras l'un de l'autre et laisseront s'épancher leurs sentiments et leurs douleurs. Alors le couple impérial choisit de s'exiler en Angleterre, où Napoléon III a conservé de nombreuses relations. Nous sommes là en 1871. Napoléon III a, semble-t-il, imaginé un nouveau projet de débarquement et de reprise du pouvoir pour mettre au pouvoir son fils, avec l'aide, pense-t-il, des populations rurales qui lui sont restées fidèles, car les paysans français ont toujours été fidèles à Napoléon III, et n'oublions pas que la France est très majoritairement un pays rural au XIXe siècle. Mais dès le milieu de l'été 1872, l'état de santé de Napoléon III s'aggrave, et suite à une opération de la vessie, l'empereur s'éteint le 9 janvier 1873 à 10h45 du matin. Sa dernière parole a été « N'est-ce pas que nous n'avons pas été des lâches à Sedan ?» Alors, l'autopsie pratiquée dans l'après-midi du 9 janvier révéla l'existence dans la vessie d'un calcul brisé en deux pesant 22 grammes et mesurant 5 cm de long sur 3 cm d'épaisseur, un calcul qui donc le fit beaucoup souffrir les 10 dernières années de sa vie. Alors les Anglais furent les premiers à prendre le deuil. La nouvelle de la mort de Napoléon III se répandit à Londres, provoquant stupeur et tristesse au sein d'une population qui, d'un exil à l'autre, avait appris, il faut le dire, à estimer ce monarque français. On peut d'ailleurs noter que c'est sous Napoléon III que débuta un changement profond dans les rapports entre la France et l'Angleterre. Et bientôt affluèrent des messages de condoléances et des témoignages de sympathie venus de toute l'Europe. Évidemment, tout cela revenait des convenances et des usages diplomatiques. Le 14 janvier 1873, il y eut toutefois plus de 20 000 personnes à défiler devant le cercueil, des Français pour la plupart venus d'outre-Manche pour saluer une dernière fois le souverain déchu. Le journal le Times ne manque pas de relever les témoignages de fidélité venant d'une fraction significative de l'ancienne élite dirigeante impériale. Au sortir de la messe d'enterrement, la foule accueille le prince impérial qui a 17 ans au cri de « Vive l'empereur, vive Napoléon IV !» Et le jeune Louis, qui ne voulait pas que la cérémonie se transforme en meeting bonapartiste, tenta de calmer cet enthousiasme. « L'empereur est mort, déclare-t-il, mais la France vit toujours, il faut crier « Vive la France !» Alors, attention toutefois, ces larmes et ces acclamations ne doivent pas faire illusion, ce n'est qu'une frange minoritaire du peuple français qui pleure son empereur défunt. Car commence la légende noire de Napoléon III, à cause du régime autoritaire mis en place par l'empereur sous le Second Empire, à cause des critiques de l'écrivain Victor Hugo, et à cause de la défaite de 1870, à l'issue de laquelle la France perd l'Alsace et la Lorraine. Vous le savez, c'est un phénomène classique, la roche tarpéienne est proche du Capitole, le guide charismatique, hier plébiscité par tout un peuple, puis rejeté avec une égale passion par ceux-là même qui l'ont acclamé et adulé. Alors, en conclusion, sur la vie de Napoléon III, on peut dire que la vie de Napoléon III est mieux qu'exceptionnelle. C'est une vie singulière, incroyable, stupéfiante. Une vie d'aventure, extraordinairement riche et mouvementée. À première vue, il n'existe que peu de points communs entre l'adolescent exilé, le soldat romantique, le conspirateur parfois ridicule, le prisonnier du fort de Ham, le politicien habile, le souverain tout-puissant, l'exilé en Angleterre des dernières années. Et pourtant, il s'agit bien du même homme et de la même vie. Pierre Milzard, dans sa biographie écrite en 2004, Napoléon III, qui s'intitule Napoléon III, a ces lignes à la fin de sa biographie. Pierre Milzard écrit « Je ne pense pas qu'il soit bien utile de se demander lequel des deux Napoléons fut le grand ou le petit. Tous deux ont commis des fautes, mais tous deux ont joué un rôle considérable
dans l'histoire de la France contemporaine. Je voudrais quand même rappeler une chose que l'on oublie souvent, c'est que le Second Empire a duré plus longtemps que le premier. 15 ans pour le Premier Empire de Napoléon Ier contre 18 ans pour le Second Empire de Napoléon III. Et en fait, comparé à Napoléon Ier, il y a peu de lieux de mémoire associés au nom de Napoléon III. Il fallut attendre 1987 et la première cohabitation avec Jacques Chirac, Premier ministre du président Mitterrand, pour que le nom de Napoléon III soit donné à une place de Paris. Place qui se trouve dans le 10e arrondissement, non loin de la gare du Nord d'où l'on s'embarquait pour les séries, les fêtes organisées par le couple impérial à Compiègne. On appelait ça sous le Second Empire des séries. Voilà. Alors, peut-être la cérémonie discrète qui s'est déroulée en 1987 préfigure-t-elle le retour des cendres, un jour, de Napoléon III. Et c'est à la gare du Nord que pourrait arriver un jour le train transportant depuis l'Angleterre les cendres de Napoléon III, et ce pourrait être l'ultime étape d'une réhabilitation tardive et encore inachevée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une vidéo sur le bilan économique et social du Second Empire, où je défendrai la thèse d'une certaine réussite du Second Empire dans le domaine économique et dans le domaine social. Donc je vous dis au revoir et donc à bientôt.